prix culturel franco-taïwanais. Le premier ayant été remis en 1996, c'est donc maintenant une tradition bien établie. Alors cette remise de prix est un rituel annuel qui met en avant les relations culturelles qu'entretiennent Taïwan et l'Europe, mais aussi des liens très forts d'amitié qui se sont établis depuis toutes ces années entre le ministère de la Culture de Taïwan et l'Académie des sciences morales et politiques. Parce que depuis 24 ans déjà, le ministère taïwanais de la Culture et l'Académie des sciences morales et politiques se sont associés sans exclusive aucune afin d'encourager et de récompenser tous ceux qui contribuent par leur travail et par leur action à une meilleure connaissance réciproque de Taïwan et de l'Europe. Depuis 1996, le jury a couronné plus de 40 lauréats de toutes disciplines et de toutes nationalités. On trouve en effet dans ce brillant palmarès des Allemands, des Anglais, des Autrichiens, des Français, des Suédois, des Taïwanais, des Tchèques, qui sont chorégraphes, cinéastes, conservateurs de musées, enseignants, chercheurs, ethnologues, de théâtre, organisateurs de festivals, politologues, traducteurs. Les 3 lauréats 2018 que nous avons le plaisir d'honorer ce soir sont eux aussi parfaitement représentatifs de la grande diversité de ces talents. Madame Josiane Coquelin, qui est française et qui est ethnologue, Madame Miao Yongba, qui est taïwanaise et traductrice, et Monsieur Lucas Hemleb, qui est allemand et metteur en scène. 记得在20几年前，那时候的文建会跟人文政治科学院共同推动设立台湾文化奖的时候，我那时候就在巴黎文化中心上班，就在赵克林先生跟美秀皮狗的协助之下，然后让那个中华文化奖可以顺利的执行。台湾文化部3年多前，郑部长接任部长开始，他的施政理的核心理念一直是文化平权以人为本，在时间的结合里，历史与文化的推进，从来不是一个人往前走100步，而是100个人往前走1步。感谢以上3位得奖人对台湾所做的杰出贡献。Après la soutenance de ma maîtrise de chinois, je décidai d'aller à Taipei. Je souhaitais poursuivre mes études jusqu'au doctorat, mais je n'avais pas défini de sujet. Monsieur Chen Qilu, professeur d'anthropologie, m'a fait l'honneur de me recevoir à son domicile. Et son enthousiasme et ses encouragements ont confirmé ma décision. J'étudierai les Puyuma de Nanaimo. Selon les articles, tant en japonais qu'en chinois, ce village présentait un terrain intéressant de complexité. Une langue à étudier, une structure dualiste, une société chamaniste, un système d'âge, ainsi qu'un système de parenté à définir. J'appris assez rapidement la langue, car on y parlait exclusivement le Puyuma. Alors les Puyuma m'appelèrent Doulien et disaient « Saïgo Samimo Simo qui Doulien ». Doulien, c'est plaisanter. Ce qui m'a conduit, en 1991, à publier dans la revue de l'Institut royal de linguistique et d'anthropologie de l'Université de Leyde la première grammaire Puyuma, et à l'UFEO, l'École française d'Extrême-Orient, le premier dictionnaire Puyuma français, préfacé par M. André-Georges Oudricou. Madame Elisabeth Zeytoun, spécialiste des langues formosanes à l'Institut de linguistique, me contacta au début des années 2000. Et depuis cette date, j'ai obtenu des missions de plusieurs mois chaque année du Ministry of Science and Technology. Souhaitant diffuser cette culture à un public français plus large, j'ai donc déposé des objets au Musée de l'Homme. Cette collection, jointe à celle de Raleigh Ferrel, a fait l'objet de 2 doubles vitrines. Je n'oublie pas mon époux Gérard Montastier, soutien indéfectible et compagnon de mes 2 premiers séjours. Notre complicité a accéléré notre apprentissage de la langue qui parlait aussi. Ce qui faisait dire aux Puyuma, à Puyuma Yuma Nabaraka, les étrangers sentent le Puyuma.
Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre pays et de m'y avoir laissé étudier en toute liberté. Le cinéma n'est pas seulement un résumé de la vie, mais aussi un vecteur culturel. Quant au dialogue, il permet, grâce à la traduction des sous-titres, de franchir la barrière culturelle et de susciter des émotions universelles, comme une ligne de sous-titres doit comporter au maximum 16 caractères chinois. La traduction nécessairement simplifie. Au-delà des dialogues, l'adéquation de la traduction avec l'atmosphère créée par l'auteur décrivant les sentiments ou un paysage est un constant défi à la capacité du traducteur de passer d'une langue à l'autre, voire même d'une culture à l'autre. En 2011, je suis enfin devenue guide volontaire trilingue chinois-anglais-français du Musée national du ballet de Pugong. En 2012, le service des relations publiques du Pugong m'a missionné auprès de RTI, Radio Taïwan International, pour être interviewé dans le cadre de l'émission en français Je travaille à Taïwan. À peine un mois plus tard, j'ai été engagée par RTI pour créer et animer ma propre émission en français, émission hebdomadaire que j'ai intitulée L'heure des musées. Depuis que j'ai appris que je suis lauréate, je ressens plus fortement encore le poids de mes responsabilités. Comment puis-je jouer ce rôle de façon encore plus efficace? Et même comment puis-je lui donner une dimension nouvelle? Vaste question. Avec la princesse de Clèves, la religieuse Madame Bovary et Moderato Cantafile, je vise à observer systématiquement sur le XVIIe jusqu'au XXe siècle, comment les femmes en France, au gré de l'évolution de la société, ont été constatées et tenues en viscère, puis comment elles ont évolué vers plus d'autonomie. Merci à Taïwan, qui m'a nourrie, élevée et protégée. Merci à la France, qui m'a instruite, éveillée et éclairée. C'est jusqu'à la fin de mes jours, je resterai ambassadrice officieuse des échanges franco-taïwanais. Quand on quitte Taïwan en voiture sur la route vers le nord, le long de la côte, on tombe à un moment sur un panneau artisanal qui met en garde le conducteur « Attention, poisson volant ». Dans cette confrontation inopinée avec l'inconnu se révèle pour moi, symboliquement et avec un clin d'œil, un pays à deux visages qui navigue entre deux pôles, comme un poisson dans l'eau et dans l'air. Merci à ceux qui m'ont décerné ce prix, mais surtout merci à Taïwan de m'avoir ouvert les bras. Ma première rencontre avec Taïwan, qui devait en entraîner tant d'autres, se fit à travers la musique Nanhua. J'ai eu la chance de travailler comme metteur en scène et scénographe d'abord avec le Han Yefu, et quelques années plus tard avec Wang Qianqi, qui avait formé sa propre troupe pour développer une esthétique plus contemporaine. Si le Nanhua me plongeait dans la Chine ancienne, Taïwan se révélait dans un présent plus complexe. La compagnie Yixing Zai Xi Tuan est un bon exemple. Pour la première fois, j'étais confronté avec un théâtre populaire qui attire un public bruyant, toute génération confondue, peut avoir des réactions, de rires et des commentaires. Comment allait-il recevoir une proposition dépouillée du décor, souvent surchargé aux couleurs criardes? Sa vive réaction m'a soulagé au-delà des espérances. La grande découverte fut pour moi Wu Yi, son roman L'homme aux yeux de facettes, dépeint une vision apocalyptique de Taïwan frappée par une catastrophe écologique qui plonge les hommes dans le désarroi. Avec le consentement de Wu Yi, que j'ai rencontré en 2015, j'ai entrepris d'adapter le roman à la scène pour mettre sur pied un projet de spectacle dont la création est prévue pour mars 2021 à Taichung, avant de venir en France en automne de la même année. L'ensemble de mes expériences à Taïwan m'a fait découvrir un formidable laboratoire humain qui expérimente dans les sciences et dans les arts l'avenir comme un terrain de tous les possibles, d'utopie au potentiel réel et palpable. Je suis heureux d'en faire partie.